Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 27 mars, l'actualité est dominée par les répercussions diplomatiques et militaires de la guerre autour de l'Iran. Au pays, Ottawa accélère les investissements en défense et dans des projets stratégiques, pendant que Québec et l'Ontario font face à des tensions de gestion et de priorités publiques. Géopolitique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio retrouve ses homologues du G7 à Paris, dans un climat tendu depuis le début de la guerre impliquant l'Iran. Cette réunion intervient alors que Washington fait face à des critiques sur l'ampleur du conflit. Les discussions portent aussi sur les voies de désescalade et sur la sécurité énergétique. Donald Trump a repoussé au 6 avril l'échéance qu'il avait fixée à l'Iran à propos de la réouverture de la route pétrolière du détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche avait évoqué une reprise de frappe contre des infrastructures énergétiques si l'Iran ne cédait pas. Le report a été décidé après une réunion du cabinet, avec un point de situation sur la guerre. Téhéran durcit en parallèle son contrôle sur le détroit d'Ormuz, passage clé pour les flux d'énergie. Cette posture s'accompagne d'avertissements directs contre une éventuelle invasion terrestre. Les autorités iraniennes promettent une surprise pour les troupes américaines si une opération au sol commence. Les gardiens de la révolution iranienne appellent aussi les civils à s'éloigner des zones où des forces américaines sont stationnées dans la région. Le corps militaire accuse les forces américaines et israéliennes d'utiliser des sites civils comme boucliers humains. L'appel est diffusé alors que le conflit approche d'un mois. Les frappes et représailles se poursuivent à travers la région, avec des tirs de missiles et de drones revendiqués contre des cibles en Israël et sur des sites liés aux États-Unis dans le Golfe. Sur le front libanais, Israël a renforcé son dispositif dans le sud du pays contre le Hezbollah. Le Hezbollah affirme continuer de repousser l'avancée des troupes israéliennes lors de la phase terrestre. Le volet humanitaire s'aggrave avec l'attaque d'une école iranienne à Minab, dans le sud du pays, dès le premier jour du conflit. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, parle d'une attaque calculée, menée par les États-Unis. Il affirme que plus de 175 élèves et enseignants ont été tués. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, réclame une enquête rapide et des comptes après ce bombardement. Il évoque une horreur viscérale et demande que justice soit rendue pour les victimes. L'ONU attend des conclusions sur les responsabilités et sur la conduite de l'opération. Islamabad s'impose comme intermédiaire entre responsables américains et iraniens. Le Pakistan cherche à limiter une flambée des prix du pétrole et à préserver la stabilité intérieure. Ce rôle devient plus visible alors que plusieurs États du Golfe subsistent des attaques. La dimension informationnelle progresse aussi, avec une propagande de guerre iranienne qui passe par des mèmes et des contenus visant Donald Trump. Les messages circulent sur les réseaux, en plus des opérations militaires. Cette campagne s'ajoute aux échanges contradictoires sur l'existence même de discussions entre Washington et Téhéran. En Europe, une commission influente au Royaume-Uni demande de se préparer à un pire scénario sans défense américaine en cas de crise. Vise aussi les alliés européens au sein de l'OTAN. L'avertissement reflète une inquiétude sur la solidité des garanties de sécurité. À Moscou, Vladimir Poutine aurait demandé à des oligarques de contribuer au budget, alors que le coût de la guerre en Ukraine pèse sur les finances. Cette pression financière intervient pendant que la Russie poursuit ses opérations. La guerre en Iran détourne aussi l'attention internationale, au moment où la Russie lance une offensive de printemps. En Corée du Nord, le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko a offert une carabine à Kim Jong-un. Les deux pays ont signé un traité d'amitié lors de la visite à Pyongyang. Minsk et Pyongyang resserrent leurs liens, alors qu'ils figurent parmi les soutiens de l'effort de guerre russe. Au Soudan, 2 frappes de drones distinctes ont tué au moins 28 civils, selon des travailleurs de la santé. Un marché de Sarafomra, au Darfour du Nord,
a été touché mercredi, avec 22 morts, dont un nourrisson, et 17 blessés. Une autre frappe a visé un camion transportant des civils au Kordofan du Nord, alors que la guerre civile approche de sa 4e année. À New York, un juge fédéral refuse de classer une affaire de narcoterrorisme visant Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores. L'ancien président vénézuélien renversé et Flores ont comparu pour la 2e fois devant le tribunal, jeudi. La décision maintient la procédure ouverte au système judiciaire américain. Canada. Le gouvernement fédéral s'engage à prêter 165 millions de dollars à un projet de mine de terres rares au Nunavik, dans le nord du Québec. Le site est lié à un camp minier au lac Brisson. Un investisseur américain majeur du projet est présenté comme étroitement lié à la Maison-Blanche de Donald Trump, malgré le discours d'Ottawa sur une relation Canada-États-Unis rompue. Le premier ministre Mark Carney annonce plus d'1 milliard de dollars pour la 5e base de soutien de la 5e division du Canada à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. L'enveloppe vise notamment sa principale zone d'entraînement de l'armée. Elle doit aussi financer de nouveaux systèmes de défense aérienne au sol. La hausse des dépenses de défense soulève une question de traçabilité pour le public. Il reste difficile d'établir précisément comment l'argent fédéral est dépensé en matière militaire. Cette opacité complique la vérification indépendante des coûts et des livrables au fil des annonces. Le lieutenant-général Michael Wright, commandant de l'armée canadienne, juge que l'attente n'est plus possible. Il estime que la probabilité d'un appel du Canada à participer à un conflit international majeur est au plus haut depuis la fin de la guerre froide. Le message vise à accélérer les décisions d'équipement, d'entraînement et de préparation. Au Québec, la Sûreté du Québec fait face à une vague annoncée de départ parmi ses dirigeants. Des retraites anticipées sont associées à des compressions administratives imposées par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Cette dynamique inquiète sur la continuité de gestion à la tête de l'organisation. En Ontario, le budget provincial est critiqué pour son manque d'imagination. Il ressemble fortement à celui de l'année précédente, selon l'analyse politique présentée. Le gouvernement ontarien est ainsi accusé de reconduire des choix sans inflexion marquée, malgré les pressions sur les services publics. Science. En Californie, une juge fédérale accorde à l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic un sursis d'urgence face à une sanction du Pentagone. La juge de district Ritalin suspend une désignation qualifiant l'entreprise de risque pour la chaîne d'approvisionnement. L'ordonnance fait 43 pages et doit prendre effet dans 7 jours. La juge estime que le dossier judiciaire appuie l'idée d'une mesure punitive liée à l'attention publique portée sur la position contractuelle du gouvernement. Elle décrit ce schéma comme une forme classique de représailles illégales au regard du premier amendement. La décision gèle donc l'étiquette de risque, le temps que le litige avance. Cette affaire touche directement les relations entre l'État et ses fournisseurs technologiques, dans un contexte de sécurité nationale. La désignation du Pentagone, si elle était maintenue, pourrait limiter l'accès au contrat. Elle pourrait aussi peser sur la réputation industrielle d'une entreprise d'IA. Le gouvernement dispose d'une fenêtre pour envisager un appel d'urgence. En attendant, la suspension protège Anthropic contre l'application immédiate de la mesure. Le dossier met en tension la logique de sécurité et la protection de la liberté d'expression. Au Japon, l'entreprise iSpace reporte à 2030 l'alunissage parrainé par la NASA. Ce décalage illustre l'incertitude qui pèse sur certaines missions lunaires commerciales. Le calendrier spatial se réajuste aussi dans une période où les États-Unis reconfigurent leurs missions avec des partenaires commerciaux et internationaux. Le report intervient alors que Washington cherche à renvoyer des astronautes sur la Lune avant la Chine. Dans ce paysage, les partenariats privés prennent plus de place, mais les échéanciers restent fragiles. La décision d'iSpace prolonge l'attente pour une mission associée au programme américain. Climat.
La mort de Carter Vig, 9 ans, a déclenché un mouvement réclamant une meilleure protection contre la fumée des feux de forêt. Le débat porte sur la capacité de respirer et sur les impacts sanitaires lors des épisodes de fumée. L'enjeu se concrétise dans les écoles, les domiciles et les lieux publics quand l'air devient irrespirable. Le récit met l'accent sur des mesures de protection pour la population canadienne face à des saisons de feu plus difficiles. La fumée touche directement les personnes vulnérables, dont les enfants. Le mouvement cherche à transformer un drame en action de santé publique. Monde. Le Mexique a déclenché une opération de recherche et sauvetage dans les Caraïbes après la disparition de 2 voiliers transportant de l'aide humanitaire vers Cuba. Les bateaux ont quitté Isla Mujeres dans l'État de Quintana Roo et devaient rejoindre la Havane. 9 membres d'équipage de différentes nationalités se trouvaient à bord. La marine mexicaine coordonne la recherche après l'absence d'arrivée à l'heure prévue. L'aide était destinée à Cuba, confrontée à de fortes pénuries de nourriture et de carburant. Les autorités n'ont pas pour l'instant annoncé la localisation des navires. Au Royaume-Uni, le président nigérian Bola Tinubu est reçu lors d'une visite officielle visant à renforcer les liens économiques et commerciaux. Le roi Charles a reconnu des chapitres douloureux de l'histoire partagée lors d'un banquet d'État. Cette séquence survient alors que des demandes de justice réparatrice augmentent en Afrique et dans les Caraïbes. Le Nigeria cherche à se positionner davantage sur la scène internationale, avec l'ambition de consolider son influence régionale. La relation avec Londres s'inscrit dans une logique tournée vers l'avenir économique. En parallèle, la pression politique monte pour des excuses formelles liées à l'esclavage transatlantique et au colonialisme. En Amérique centrale, 18 Vénézuéliens expulsés par les États-Unis décrivent des sévices subis dans une méga-prison du Salvador. Ils parlent de torture, d'agressions sexuelles et de négligence médicale au centre Sécotte. Une pétition demande que les autorités salvadoriennes soient tenues internationalement responsables. La démarche a été déposée devant une instance interaméricaine avec un objectif d'imputabilité sur les droits humains. Le dossier vise aussi à établir des faits sur les conditions de détention. Les allégations décrivent une violence institutionnelle et des soins insuffisants. Aux Nations unies, une résolution relance le débat mondial sur les réparations liées à l'esclavage. Le texte est présenté comme un jalon qui intensifie les demandes de reconnaissance, d'excuses et de réformes structurelles. Le débat s'étend entre États, organisations et sociétés civiles avec une portée juridique et politique. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 434 $ américains, en hausse de 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 69 $ américains, en hausse de 1,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 67 732 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,723 $ américains. Au Mexique, la Banque centrale abaisse son taux directeur à 6,75%. La décision intervient malgré des pressions inflationnistes en hausse. Le vote du Conseil a été serré à 3 contre 2 et il a surpris une partie des analystes. Ce choix reflète un arbitrage difficile entre la lutte à l'inflation et le soutien à l'économie. Le fait que la décision soit divisée met en évidence des désaccords au sommet. Pour les ménages et les entreprises, ce taux influence directement le coût du crédit. Au Japon, des entreprises à court de liquidités envisagent des augmentations de l'ombre pour améliorer la rémunération. La stratégie passe par des avantages, des rabais et des gratuités plutôt que par des hausses salariales directes. L'objectif est d'augmenter la compensation sans déclencher une forte charge fiscale. Cette approche cherche à limiter l'impact sur les employeurs et sur les employés. Elle souligne aussi la pression sur les budgets des entreprises. Le débat porte sur la qualité réelle de la rémunération quand elle dépend davantage
plutôt que d'un salaire de base. À savoir aujourd'hui. Le 27 mars 1964, un séisme majeur frappe l'Alaska, l'un des plus puissants jamais enregistrés en Amérique du Nord. Le 27 mars 1977, une collision de deux Boeing 747 à Tenerife cause 583 morts dans la pire catastrophe de l'aviation civile. C'était Actu Rémi. À très bientôt.